C'est parti, nous sommes là de retour avec Yellow Star qui nous a rejoint pour venir nous parler de sa carrière et de son rapport au Worlds. C'est un concept qu'on a inventé il y a un mois à peu près. Alors Corentin, si tu peux juste te décaler un tout petit peu, t'es pas trop dans le Bah ouais, je champ. suis en train de voir ça. Pardon. Oui, donc comme je disais, c'est un concept qu'on a inventé il y a quelques semaines maintenant, et on avait envie d'aller chercher des anciens joueurs, des anciens coachs, des anciens managers, et même Nicolo qui viendra nous en parler dans une semaine, voilà, des Worlds et du rapport aux Worlds de ces gens-là. Donc Hello bienvenue, déjà. Tu es le premier, tu vas essuyer les plâtres, comme on dit, sur ce concept d'émission. Comment ça va déjà? Ah, merci pour l'invite. Bah, ça va super bien et vous? Bah écoute, très très Ah, bien. Tu, super. tu suis les Worlds un peu, oui, tu n'as pas décroché au fil des ans. Ton métier aujourd'hui, tu es agent. Ton métier fait que forcément tu dois avoir un œil dessus, mais la Bah, passion de l'ancien joueur, ouais, vas-y, prends le dessus aussi. effectivement, bah, du coup, en tant qu'agent et chez Prodigy Agency, on a certains joueurs, donc on représente des joueurs et des coachs qu'on a actuellement au Worlds, donc notamment chez NRG. On représente Palafox, Ignar et Soaz. Donc c'est toujours intéressant de suivre nos joueurs, mais aussi de voir un petit peu le niveau global de la compétition, voir comment est-ce qu'ils se mesurent face aux autres, et même vraiment par la curiosité, voir le beau jeu. Donc franchement, c'est toujours un bon moment de voir les meilleures équipes du monde s'affronter. Et évidemment, on a un petit peu de nostalgie de se dire, waouh, on a envie de Ouais. revivre ces moments, mais là, du coup, c'est d'un autre point de vue, Ouais, perspective. ouais, cette nostalgie, elle est toujours là chez toi. Il y a encore un peu une connexion particulière quand tu regardes les Worlds. Bah, toujours, toujours, parce que forcément, on se dit que c'est le moment qu'on attend du League of Legends. Parce que voilà, nous, en tant que joueurs, on se dit souvent, voilà, il y a le Spring Split, maintenant, il y a même le Winter Split. Donc, Hmm. Winter Split, Spring Split, parfois, ça peut être un petit peu long, dans le sens où bah, ça fait énormément de games, il n'y a pas énormément d'enjeux. Donc là, je vois que je me fais troll par Monsieur Ouais. Jérôme Coupez dans le chat. Mais globalement, euh, voilà, c'est vraiment le moment qu'on attend. C'est vraiment... voilà, on sort de nos zones de confort, des équipes qu'on n'affronte pas durant la saison. C'est comme un petit peu au même titre que le MSI, mais là, c'est vraiment le moment qu'on attend, où on peut scrim, on découvre une nouvelle méta, des nouveaux joueurs, des joueurs qu'on ne connaît pas, donc ça nous permet de nous adapter. Et voilà, c'est juste super excitant. Et je pense que c'est une super aventure. On a énormément de rookies là qui commencent et qui débutent leur premier World. Et Hmm. franchement, je pense que c'est une super expérience pour eux, mais même pour les autres qui Ouais. sont déjà sur la scène. Il y en a qui t'ont demandé conseil un peu? Il y en a qui te parlent de cette expérience des Worlds avec toi? Qui sont présents là-bas, je dirais pas spécialement maintenant à l'heure actuelle, mais forcément, ceux qui sont toujours au début de leur carrière ou en LFL ou ce genre de choses, il y en a qui me demandent comment ça se passe, qui demandent un petit peu des conseils sur le track et tout. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont bien entourés. Ils sont vraiment focus sur ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils savent le mieux faire. Donc c'est vraiment la préparation, le jeu. Ils ont voilà un bon coaching staff et même des préparateurs qui les aident. Donc voilà, je pense que ils ont de quoi faire. Tu te rappelles, toi, à ton époque, entre guillemets, est-ce que les Worlds, c'était quelque chose qui était présent non-stop dans une saison, dans ta tête, quelque chose auquel vous pensiez tout le temps, qui était un objectif au-delà de gagner des titres, etc. Il y avait vraiment cette présence un peu toujours de se dire le but c'est les Worlds ou pas forcément. Honnêtement, pour répondre à ta question, pas spécialement. Parce qu'en Ok. fait, les matchs, ils viennent régulièrement. Et c'est vraiment les choses sur lesquelles on doit focus. Déjà, ne serait-ce que la préparation. Tous les jours, les scrims, voilà, pour éviter de tomber dans une sorte de routine, on doit toujours réfléchir, innover. Et même en fait, à l'époque, quand je dis à l'époque, maintenant, c'est vrai que ça remonte à il y a quand même 10 ans, voire un petit peu plus. On n'avait pas tout ce coaching staff. Du coup, les joueurs, en fait, on était un petit peu livrés à nous-mêmes, où on devait à la fois penser à la stratégie, on devait réfléchir par exemple au level 1 où c'était quand même beaucoup plus libre, parce que Hmm. on va pas se le cacher, on va dire que le jeu était beaucoup plus ouvert, on pouvait Mm. innover, on pouvait créer beaucoup plus de stratégies. Donc par exemple des champions qu'on pouvait sortir de notre chapeau sur la top lane, même un petit peu partout. Donc il y avait un petit peu plus de cheese, il y avait des concepts qui n'étaient pas encore forcément connus. Donc
voilà, on pouvait apporter énormément de nouvelles choses et c'était justement, ces joueurs, enfin les joueurs, nous joueurs, où on pouvait justement un petit peu théorie crafter et sortir des stratégies nouvelles, hein, donc le counter jungling, Mmh. les invades, le lane swap, toutes ces choses-là et bah, venaient justement des joueurs où on devait discuter, penser et en fait, on est tellement occupé, tout au long de la saison et on veut tellement performer qu'on ne pense pas forcément aux Worlds, mais plus par Mmh. exemple aux playoffs, gagner le split et ce genre Ouais. de choses, plus que les Worlds. Et ensuite, les Worlds, c'est vraiment la récompense du travail qui a été fourni tout au long de l'année. Mmh. Par Mm. contre, et on y reviendra un peu tout à l'heure, quand on a gagné comme toi plusieurs fois les LCSEU à l'époque, c'était pas le LEC, est-ce que ça devient de plus en plus pressant quand, quand on se qualifie aux Worlds, quand on se met en tête l'objectif de gagner les Worlds? Je suppose que ça l'était. Là, ça devient un peu plus pressant quand même, ou pas nécessairement? On garde quand même toujours ce goût de la victoire, même si c'est pas les Worlds. Franchement, toujours. On a toujours cette petite pression, on a toujours cette envie en fait en tant que joueur, quand on a atteint justement ce niveau de Mm. meilleur joueur européen ou parmi les meilleurs joueurs européens, on a de grosses attentes et du coup, on aimerait toujours aller chercher plus loin. En tant Mm. que compétiteur, on n'est jamais satisfait en fait et attention justement aux joueurs de tomber justement dans cette mentalité où on n'est jamais satisfait de ce qu'on a accompli en fait. Mm. Je pense que c'est quand même un travail sur soi qui est bien, mais effectivement, le fait de ne jamais être satisfait, de ne pas avoir atteint son objectif, ça nous pousse justement à aller chercher toujours mieux, toujours plus loin. Mais ça peut être, très destructeur. Mais voilà, quand on a atteint, les Worlds, s'entraîne contre des équipes. Moi, voilà, j'ai des super souvenirs de pouvoir s'entraîner, contre la meilleure équipe du monde qui était T1 à l'époque, même SKT. Mm. C'était vraiment notre stream partner et vraiment voir un autre style de jeu, des nouveaux joueurs. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très intense où, on n'a qu'un seul objectif, c'est la victoire. Mm. Et faut justement réussir un petit peu à trouver cet équilibre pour qu'on garde cette motivation et qu'on ne burn out pas justement juste avant, l'échéance en gros. Ouais. On va peut-être commencer par Ouais. revenir chronologiquement sur tous tes voyages aux Worlds, à moins que tu avais une autre question, Paul. Mais... Non, voilà, on va maintenant plonger dans la partie, oui, très chronologique, puisque tu as participé finalement aux 5 premières éditions des Worlds, et la première, 2011... 5 d'affilée, vous étiez pas beaucoup, je pense, à oui, l'avoir fait. Hein. à ce moment-là, clairement. 2011, c'est particulier parce que c'est la première saison. On dit encore aujourd'hui que ça compte pas vraiment comme des Worlds. Dans ta tête, à l'époque, c'était quoi comme compétition? C'était une compétition comme une autre? On vous l'avait vendu comment? Est-ce que t'abordais ça un peu différemment? Parce qu'avec le recul, on se dit, vous avez perdu en finale des Worlds, mais à cette époque-là, est-ce que vous saviez que vous jouiez les Worlds, tu vois? Ouais, effectivement, c'est très différent de ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais les Worlds, en fait, c'est quoi? On a chaque meilleure équipe de chaque région qui viennent s'affronter. Donc, ça reste des Worlds au final. On a les meilleures équipes de chaque région qui viennent s'affronter. Donc, au final, c'était déjà annoncé comme des Worlds. Mais effectivement, à l'époque, c'était un circuit de plusieurs tournois. Donc, ça s'apparentait justement à une compétition, on va dire lambda, où il y a eu des invitations des meilleures équipes. À l'époque, il y avait les IEM organisés par l'ESL qui invitaient, Ouais. où il fallait se qualifier justement. Donc, on savait pas trop. Mais effectivement, quand on se dit, ouais, on va jouer contre des joueurs américains, des Mm. joueurs asiatiques et tout ça, c'est toujours, c'est toujours quelque chose de fort. Et effectivement, c'est des Worlds, hein, mais le jeu n'était peut-être pas aussi populaire, n'était pas aussi joué. Donc on va dire que l'échantillon de joueurs était moindre. Les conditions, n'avaient rien à voir avec, ce qui est proposé à l'heure actuelle. Mais globalement, à l'époque, en termes de niveau, c'était vraiment les meilleurs joueurs, en fait, qui étaient présents. Donc ça reste des Worlds, ça reste de la compétition et Mm. le meilleur, au final, gagne. Hmm. Et est-ce que tu as pris conscience au fur et à mesure de cet événement que le jeu est en train de gagner en popularité? Parce que c'est quand même quelque chose qui a... Enfin, les Worlds 2011, les gens se souviennent peut-être pas, mais ça a beaucoup aidé à l'explosion de l'e-sport sur LoL quand même. Au fur et à mesure de l'événement, il y a quand même une vraie hype qui s'est construite. Est-ce que toi, tu t'en es rendu compte ou tu étais vraiment à fond dans ta compète? M'en rendre compte, c'était encore un petit peu tôt, je pense, à cette époque-là. Mais effectivement, on voyait déjà, les chiffres sur les streams, quand on nous en parlait, ça commençait déjà à devenir quelque chose de très, très intéressant. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que oui,
il y a de l'engouement pour cette compétition et Riot Games a fait un super travail pour pouvoir justement construire cet écosystème. Voilà, et structurer tous ces tournois, toutes ces ligues en fait, pour pouvoir aboutir justement à la saison 2. On a vu l'évolution qui a été drastique et flagrante hein, de passer de la S1 à la S2. On va dire que les moyens qui ont été mis en œuvre sont totalement différents. Quel souvenir tu en gardes de cette compétition très globalement? Il y a des regrets encore aujourd'hui d'avoir perdu en finale ou c'est passé? Ouais, honnêtement, c'était un tournoi qui s'apparentait à une LAN et au final, c'était une LAN et ça ressemblait vraiment enfin, l'ambiance s'apparentait vraiment à une LAN. C'était des choses auxquelles j'avais déjà participé, hein, parce que moi, avant le League of Legends, je Ouais, faisais des tournois sur sur Warcraft Warcraft, où tout à voilà, fait. fallait vraiment, amener son ordinateur, faire des LAN, brancher, tout ça et on va dire que l'atmosphère qu'il y avait là-bas, bah, c'était vraiment, vraiment ça. On avait des chaises, c'était pas des fauteuils comme on utilise Mm. aujourd'hui, c'était vraiment des chaises, bah, Ouais, qu'on peut plier, ce genre de choses, donc c'était assez rigolo. Mais, en termes de performance, bon, ça remonte quand même à longtemps, mais il y avait toujours des moves, bah, qui sont, restés, hein. Par exemple avec l'arrow Le de ouais, Ashe. Taro, ouais. ouais, Ouais, exactement ouais. et voilà, et on se disait que oui, il y a les meilleurs joueurs qui sont là. Heu, le fait de perdre en finale, c'est pas qu'on s'y attendait, mais on savait qu'ils étaient quand même très forts, Ouais. Fnatic. Et donc il y avait justement cette rivalité qui s'est créée et se dire que l'Europe était toujours, au top, bah, ça nous a rassurés et donc Mmh. nous justement ça nous a encore plus motivés pour se dire: «Ouais, c'est chouette donc on peut continuer en ce sens, on va continuer à progresser, évoluer». Mais on s'est jamais dit, «Oui, je vais être full time». Donc Mm, c'était, mm, moi j'étais encore étudiant à cette époque, c'était hyper compliqué pour moi de me projeter en fait, mm, pour la suite. mm. Et sur le coup, du coup, c'est pas une immense déception? Enfin, je sais pas si ça aurait sûrement pas changé ta vie, mais c'est quand même, en termes de palmarès, c'est quand même quelque chose qui reste, même aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu le vivais comme ça, enfin, tu t'en es rendu compte après coup? Mmh, pas spécialement, parce que moi quand je jouais, voilà, je voulais vraiment tout gagner. Je voulais vraiment tout gagner, je partais du principe que je voulais toujours donner le meilleur de moi-même. Je voulais toujours essayer de relever en fait, mes teammates, voilà, vraiment, bah, pas de regrets, on donne tout ce qu'on a et puis, bah, forcément si ça passe pas, bah, tant pis, on n'aura pas de regrets. Mais vraiment, un petit peu déçu, ce qui peut être totalement normal, Mm. mais sur le moment même, on réalise pas vraiment ce qui se passe, hein. On a tout donné, les games étaient quand même assez serrés, on essayait de proposer du beau jeu, on innovait. Donc au final, on n'avait pas grand chose à se reprocher et on a passé un super moment donc Ouais. Ouais, finalement, ce qui reste de cette finale, aussi de cette victoire de Fnatic, ce sont les skins que vous n'avez pas eu. Ça aurait été quoi ton skin? Tu l'as comme ça, plus de 10 ans après. Tu sais ce que tu aurais choisi à waouh! l'époque? H, peut-être? Ah, Pour il y avait pas tous les l'histoire? champions à l'époque, Il n'y hein, avait pas tous les Bah champions à ouais, l'époque. on jouait quoi? On jouait beaucoup Ashe, Corki, Tristana. Ce genre de champion. Mais le champion que j'aimais le plus jouer, peut-être, c'était soit Corki, soit Twitch. Hmm, Donc un des 2 champions. Après Ashe, bah, forcément, c'était méta, donc fallait la jouer. ouais, Mais j'aimais surtout Twitch. C'est le champion avec lequel j'ai commencé d'ailleurs et ouais, ou Corki, ouais, que j'apprécie aussi énormément. ouais, ouais. On y reviendra juste après, parce que ça peut surprendre certains, mais avant d'être support, Yellowstar a longtemps été ADC, en fait. Et cette première saison de Worlds, tu la joues comme ADC. Comme la deuxième, d'ailleurs. On va faire la transition tout de suite sur l'année 2012, parce que tu joues les Worlds en 2012 aussi, avec une autre équipe. SK. C'est un Worlds qu'on a un peu oublié dans les mémoires collectives pour toi, je veux dire, parce que t'es pas collé avec Fnatic, et puis c'est pas la première édition. Et puis surtout, c'est pas des Worlds très faciles, ces Worlds-là. Corentin, je te donne la main sur la première game, puisque c'est toi qui en parlais tout à l'heure. Ouais, bah, c'est vrai que du coup, c'est des worlds que tu fais avec SK et alors moi à l'époque, j'ai regardé, l'e-sport LOL et je me souviens qu'il y a cette première game contre CLG où vous perdez sur un backdoor, assez horrible et après, bah, notamment toi, on te voit très en colère. Tu l'impression que enfin, en gros, les worlds se sont joués sur cette game. Après ça, c'était trop dur de comeback, surtout au vu du format à l'époque. Moi, je rappelle, à l'époque, c'était des poules de 3 équipes, enfin de 4 équipes comme, il y a longtemps eu.
Mais il n'y avait pas 6 games par groupe, mais que 3. Donc tu jouais qu'une fois à chaque équipe. Donc à partir du moment où tu perdais une game, ça devenait très très chaud, quoi. Ouais, Donc ouais, tu te souviens de cette game? ouais, je me souviens clairement de cette game, hein. Je pense qu'il y avait même des clips, qui tournaient un petit peu où on me voyait justement énervé. Mmh. Mais déjà on avait une super dynamique au sein de l'équipe, hein. Il y avait, Ocelot, Aranae, Nif, Kevin et franchement, on était quand même bien hypés parce qu'on avait réussi à vraiment, se battre contre Moscow 5 qui à l'époque était, l'adversaire en fait, là-bas. Mais pour en revenir, justement au World là, on avait la game en main. Enfin, c'était une game qui était quand même très, très serrée et je me souviens encore, hem, je jouais à Dekari mais j'étais déjà, shot caller à cette époque et en gros, nous, on prenait l'inhib au mid. On était même devant Mmh. leur tour et je me souviens qu'il y a le Graves de Double Lift qui commence à venir, dans notre base contre le Shen d'Aranae Mmh. et du coup, nous, au niveau de la com, on se dit moi, je dis: «Est-ce que tu es OK? Tu peux défendre?» «Oui, oui» et du coup, je le vois taunt in et là, je vois le Graves qui dash et qui esquive son taunt et je me dis: «Oh là là, ça va mal se finir cette histoire» et nous, on était en train de taper les tours et je voyais que justement on allait perdre et il nous avait bien comme: «C'est bon, je peux défendre». Donc on lui a fait confiance Ouais. et moi, je Ouais. savais que dans le fond, il pouvait y avoir quand même un pourcentage où on pouvait fail et là, je m'en suis vraiment voulu et c'est pour ça que j'étais vraiment énervé parce que la game, on l'avait et au final, sur de la miscom en gros ou même, mécaniquement en gros, on s'est un petit peu, foiré si je puis dire. Du coup, ça a un petit peu, bah, empêché notre qualification et la suite, dans ces Worlds et là, c'était une énorme frustration en fait. C'est comme Ouais. un throw et on va dire que j'ai loupé, je sais pas, 1 ou 2 semaines de cours pour ça, quoi. Mmh. Mmh. Ouais. J'ai mis le move dans le chat pour ceux qui l'ont jamais vu. Mais C'est 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 vrai qu'à l'époque, c'était un peu un gros truc. Ça avait fait le tour de Reddit, etc. Et ça vous coûte vraiment très très cher. ça a eu une vraie influence, ouais, sur la suite de votre compétition, selon toi? Mentalement, au moins? Mentalement, je dirais que dans le fond de nos têtes, oui, mais après voilà, on reste une équipe. C'est quelque chose qu'il faut pardonner, qu'il faut Mmh. oublier. On gagne ensemble, on perd ensemble, mais c'est surtout que ça réduit en fait nos chances parce que c'était l'adversaire qu'il fallait battre pour pouvoir passer, à la prochaine étape. Je sais plus, je crois que dans notre groupe, on avait Azubu, Blue, enfin je sais plus, Blaze ou l'autre. Je crois qu'on n'avait pas Blaze, on avait l'autre. Frost, ouais. Qui font Frost, finale après. voilà exactement et qui était fort, mais en fait, on a fait une très bonne game contre eux. Mais voilà, on était très déçus parce qu'on était quand même bien préparés, on se sentait vraiment en confiance et le fait d'avoir perdu cette game, je pense que ça nous a vraiment donné un coup, sachant que on avait la game en main, en fait. Au-delà de cette game, mais qui joue beaucoup pour vous et le résultat de SK, hein, quel souvenir tu gardes de cette édition des Worlds qui prend de l'ampleur, en fait? On a tendance à dire que la première édition des Worlds, celle de 2011 dont on parlait juste avant, n'est pas vraiment un premier Worlds, tu l'as contredit et je suis assez d'accord. Mais cette deuxième édition, pour le coup, euh, voilà, il y a les Coréens, il y a les Chinois, on est dans un cadre qui est plus seulement le cadre d'une DreamHack à Yongkoping. Euh, à ce moment-là, comment dire, ton regard sur l'e-sport League of Legends et sur les Worlds, il a changé, il est différent. Il est différent dans la manière dont ça a été organisé, les moyens qui ont été mis en œuvre. On voit que les équipes, sont beaucoup plus préparées en termes de stratégie. On commence à avoir, un meilleur niveau, sur le jeu asiatique, donc il reste, quand même un jeu stratégie. On sait qu'ils sont quand même réputés dans ce domaine-là. Heu la scène justement et de voir que oui, effectivement, là, on est dans un autre cadre qui est complètement différent de ce qui s'est passé à Jönköping l'année d'avant. Ouais. Là, on s'est dit: «OK, je pense que là, il y a quand même quelque chose à faire». L'engouement, il est vraiment présent par rapport à l'année d'avant. Les spectateurs, les viewers, quand on dit, que voilà, il y a 1 million de personnes sur le stream, il se passe des choses, le cash prize qui augmente drastiquement. Hem, donc là, on se dit: «OK, je pense que le jeu va continuer de se développer, la scène va commencer à grandir, à mûrir» et on se dit: «Ben, OK, je pense qu'il y a de l'avenir sur ce jeu». Mais encore incertitude. On a encore l'incertitude qui plane. Est-ce que je vais pouvoir en faire une carrière? Est-ce que, ça sera suffisant sur le long terme?
Mais c'était très, très encourageant à ce moment-là. Ouais. Hmm. Ouais. Puis au-delà de ça, il y a le public qui commence à être vraiment là pour les games. Enfin, je sais pas si c'est un truc qui t'a affecté, toi, particulièrement. Hem, Pas spécialement encore, je me souviens, on jouait en plein air, il y avait même des histoires de DDoS Mm. encore à l'époque. Quand on jouait justement les groupes, on était, sur une scène, mais en plein air à Los Angeles. Après en termes de public, je pense qu'il devait y avoir enfin, quelques centaines de personnes. Ça commençait déjà à être quelque Bah, c'est chose. surtout l'année suivante, quoi. Ouais, et après c'était les suivantes, je pense que là où on a vraiment senti la différence, c'était à partir de la saison 3, Mm. où on commençait à jouer dans des stades et autres, ou même par la suite de la saison 2, hein. Hem, je pense que ouais, c'était quelque chose qui était très impressionnant, et c'est là où on se dit que les joueurs doivent apprendre à gérer de nouvelles choses. Typiquement, bah, l'engouement, ça veut dire quoi? Il y a de la starification, donc il faut gérer le stress, il faut gérer, bah, les réseaux sociaux, on commence à nous demander, tout ça, donc il y a tout, ce qu'il y a autour en fait qui est nouveau et qu'il faut apprendre à gérer en tant que joueur. Parce que forcément, bah, il y a pas forcément de formation, il y a pas eu forcément, de d'accompagnement sur ces aspects-là, et hem, ben, c'est quelque chose qui est tout nouveau, et faut apprendre À faire à avec. manier. 2012, on l'a dit un petit peu, c'est l'arrivée aussi des équipes coréennes, des équipes chinoises. Qu'est-ce que ça change pour vous dans la préparation? Est-ce que ça vous fait aussi vous remettre en question sur votre niveau par rapport à eux, par rapport à ce que vous êtes capable de produire? C'est un changement majeur dans l'histoire de League of Legends et il a lieu à ce moment-là, quoi. Ouais, carrément, on voit que le jeu, bah, il se joue plus sur des détails, ça commence à se structurer parce que mine de rien, bah, il y a pas mal de coordination qu'il faut faire parce on reste 5 joueurs, il y a de la communication qui rentre en jeu, il y a énormément d'aspects, et ce qui était toujours encourageant, bah, c'était de voir qu'il y avait du beau jeu. Donc on voyait par exemple les Mosca 5 qui sortaient, bah, des pics, des stratégies assez atypiques, où là où, bah, les équipes asiatiques ont toujours été, vraiment standards dans l'optimisation. Voilà, faut vraiment jouer les meilleurs persos et ce genre de choses, et donc hem, je trouvais que, bah, on devait se plier justement à cette, comment dire? Il fallait vraiment être Hmm, rigoureux pour pouvoir continuer à être au top niveau. hmm. On a commencé à parler de 2013, on va sauter à 2013 qui est une année très particulière. Tu es chez Fnatic et tu viens de passer support. Depuis le summer, avec Puzu en ADC, tu joues avec Soaz au top que tu retrouves. Euh, Déjà, qu'est-ce que ça change pour toi d'aborder ces Worlds en tant que support? Parce que c'est vraiment ce qui va définir ensuite ton identité presque. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile pour les gens de t'imaginer en ADC. Voilà, pour les gens qui t'ont connu après, quoi. Ouais, alors franchement, c'était pas du tout facile parce que le swap, en plus, il s'est fait, pendant la saison régulière, Mm. du Summer Split. Je me souviens qu'en gros, on s'était donné un mois et demi pour vraiment, avoir un très, très haut niveau, et je remercie encore, bah, tous mes teammates, hein, qui m'ont fait confiance. C'était, quelque chose d'assez difficile à mettre en place, parce que c'était un choix qui était personnel, mais aussi qui était motivé, bah, pour pouvoir améliorer l'équipe, bah, dans les mois à venir, préparer l'arrivée de Reckless, Ouais. et bah, en fait, je l'ai fait, même au détriment de ma santé, j'ai envie de dire. J'ai eu une prise de poids, par exemple, qui est considérable, mais encore une fois, dans ma mentalité, je ne voulais pas être un poids pour l'équipe, et j'avais quand même certains standards qui voulaient que, voilà, je voulais, bah, qu'on atteigne nos objectifs, continuer à être champion d'Europe, pouvoir aller au World et challenger les équipes, tout en ayant un nouveau rôle, énormément de Hmm. choses à apprendre, même si ça reste quand même un rôle qui était complémentaire à Dekari. C'était pas du tout les mêmes champions, c'était pas du tout, les mêmes mécaniques de jeu et ce genre de choses, et au final, en fait, je me suis adapté au jeu, et bah, c'était un rôle qui me plaisait beaucoup et qui me correspondait plus parce que jouer à Dekari et shot call en même temps, c'était quand même quelque chose qui est usant, qui est dur, parce qu'il suffit de faire un misstep, on se fait engager et là, on perd une source de dégâts considérable, et du coup, au final, bah, c'est quelque chose, qui a plutôt, bien réussi. À ce moment-là, quel espoir vous avez encore de battre les équipes asiates? Certes, TPA gagne les Worlds l'année d'avant, mais on n'est pas encore sur, ben, tout le monde regarde pas forcément, les OGN, l'ancêtre de la LCK à l'époque. On sait pas trop exactement quel niveau ont les équipes, chinoises.
Euh, c'est encore une époque où l'Europe a ses chances, mais en même temps, l'écart va se creuser et pour quasiment jamais se résorber. Donc, comment est-ce que toi, tu abordes ces moments-là? OK. Bah, c'est toujours difficile, en fait, en tant que joueur, enfin, personnellement, hein, c'est comme ça que je le ressentais moi, de me comparer ou de comparer le niveau des autres équipes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde des VOD ou des compétitions étrangères, bah, on voit, en fait, 2 équipes qui se connaissent bien et qui s'affrontent. Et c'est toujours difficile de se dire: «OK, quel niveau ces équipes ont par rapport à nous?» Bah, tant qu'on les a pas affrontés, en fait, c'est vraiment difficile de de qualifier justement, de mettre des mots sur ces niveaux-là, jusqu'au moment où on les affronte, en scrim ou même en match officiel. Comme ça, on peut voir justement, bah, les patterns qu'ils ont, le niveau individuel qu'ils ont et nous, où est-ce qu'on se situe par rapport à eux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément, bah, se dire: «Waouh, cette équipe est vraiment trop forte» ou se dire, bah, «Cette équipe, ou cette équipe est moins forte que nous». Donc, je pense que cet avis, en fait, il se fait surtout, bah, quand on se mesure à eux, et c'est justement, bah, super intéressant d'avoir des événements, internationaux pour pouvoir, bah, s'affronter et se mesurer à ces adversaires-là. Mhm. Mais quand vous Alors, débarquez... Ah, vas-y, je t'en prie. non, bah, j'allais dire, il y a quand même des signes encourageants pour vous dès le début des Worlds, parce que vous faites une grosse phase de poule où vous sortez notamment une équipe coréenne. Donc, dans l'idée, on peut se dire que vous nourrissez des ambitions quand même au début de cette compète. Bah, c'est vrai qu'après on avait quand même, des de très, très, très bons joueurs, hein, Mm. même des top joueurs, d'un niveau mondial. Je pense qu'à chaque poste, et notamment, on avait Soaz et Peke, Cyanide faisait un bon taf, Pouzou, qui lui, il nous avait rejoint que très récemment, mais en fait, on avait tellement une bonne dynamique au sein de l'équipe, tout le monde s'entendait bien, on rigolait bien et on savait qu'individuellement, bah, on était là et de toute façon, la confiance, elle est primordiale dans quoi qu'on fasse. Que ce soit, bah, IRL, dans le jeu et au sein d'un collectif, quand on sait qu'on peut faire confiance à notre teammate, on a tout gagné, en fait. On a tout gagné et vraiment quand on a confiance en nous-mêmes, on peut faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Et je pense que là, à partir de ce moment-là, on a vraiment surfé sur le momentum. On s'est dit: «OK, en scrim, on perf bien, en officiel, on perf bien, donc on va aller loin». Et en gros, tout le monde était dans cette dynamique, tout le Mm. monde avait cette mentalité. Et puis après, je pense que ça s'est montré quand, on regarde un petit peu, bah, les plays, on se dit: «Bah, il y avait des moves qui étaient très risqués, mais en fait, ils passent». Si tout le monde est confiant et qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est un move risqué, mais il va passer et du coup, bah, on n'hésitait pas, en fait. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu shot-callais déjà quand tu étais ADC. Ça a pris une autre dimension quand tu es passé support, et tout particulièrement aux Worlds où l'adversité est plus importante et où à la fois on peut tenter plus de choses risquées, mais je sais pas comment on approche vraiment, tu vois, ces équipes qui sont d'un coup plus fortes que nous alors qu'on est les meilleurs à domicile ou presque. Bah, justement, à partir du moment où on a peu d'informations sur les adversaires, on découvre vraiment sur le terrain. Donc moi, je me souviens, RNG, par exemple, Uzi, on nous disait: «Oui, c'est le prodige, Mm. le puppy et tout qui arrive» et en fait, à partir du moment où on a peu d'informations et qu'on les hype pas nous-mêmes, on se dit: «OK, bah, c'est un adversaire», je dirais pas lambda, mais en gros, on ne le connaît pas. Mm. On va essayer de tâter le terrain, voir comment il réagit. Est-ce qu'il arrive à bien dodge? Enfin, comment est-ce qu'il fait? Surtout que c'était une méta qui était quand même très engage avec des Leona, des Annie. Donc il y avait quelques skill shots qui partaient. On essaye un petit peu de skill check et tout. Et au final, on voit que oui, effectivement, il fait des side steps, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais on voit qu'il prend quand même des risques dans son style de jeu. Mm. Et là, on se dit: «OK, bah, c'est quelqu'un qui est fort, certes, mais c'est pas enfin, il reste humain avant tout et c'est pour ça qu'on arrivait à trouver des failles, et forcément, bah, ça crée du beau jeu et ensuite il y a la stratégie qui se met en place, Mm. il y a le skill aussi qui rentre en jeu et on se dit: «Ouais, c'est bien» parce que là, ça veut dire que c'est entre guillemets «le top niveau», c'est quelque chose qui est abordable, donc on fonce. Ouais. Mm. Tu parlais de Uzi comme un peu bah, le nom dont tout le monde parlait. C'est aussi les premiers Worlds de Faker. Et alors, vous les avez pas joués en match officiel puisque bah, ils n'étaient pas dans la même partie de l'arbre que vous. Mais apparemment, vous scrimiez beaucoup. Est-ce qu'il était déjà impressionnant à l'époque? Ah! Ouais, c'est sujet sensible là et de base, de toute façon, SKT, ils ont toujours été très, très forts et c'était un petit peu le prime de Faker.
Ils étaient vraiment, vraiment très, très forts. Après, c'était pas la meilleure équipe all-time. Je pense qu'on va se le réserver pour l'année d'après. Mm. Mais à l'époque, déjà, ils étaient vraiment, vraiment très, très forts, individuellement et même en termes de team play. Et je pense que c'est à partir de cette année-là où on a senti que, ouais, la Corée, c'est vraiment un gros morceau et notamment avec cette équipe-là qui arrive avec, jeunes joueurs. Et là, par contre, le prodige, sur la mid lane, on l'a très, très bien senti. Et franchement, même avec, Piglet et tout, ils jouaient, vraiment des champions qui pouvaient carry et c'était vraiment pas drôle. On leur Mm. passait, un petit peu de ressources et on savait que dans 20 minutes, c'était fini, quoi. Mm. Malgré, parce que vous perdez en, tu parles d'Uzi, vous perdez en demi-finale, cette compétition. Malgré la défaite en demi-finale, tu gardes un bon souvenir, un très bon souvenir de ces Worlds 2013. Soaz nous disait que pour lui, c'était l'un des meilleurs, voilà, l'une des meilleures expériences parce que l'ambiance était bonne, parce que les résultats étaient là. Et bon, voilà, ça c'est pas terminé aussi bien que ça aurait pu, mais que c'était un souvenir très fort chez lui. Ah ouais, ouais, effectivement, pour moi aussi, j'en garde un très, très bon souvenir et je dirais que c'était, ouais, ça fait partie, d'une des tops, en fait, un top souvenir de ma carrière aussi parce qu'effectivement l'ambiance était bonne, le groupe vivait bien, on tryhardait mais on pouvait aussi se trouver des moments, en tant que groupe, pour faire des choses, simples, hein, de la vie, aller se balader, faire du shopping ensemble et tout et vraiment, il y avait une très, très bonne cohésion d'équipe et je crois on a perdu 3-1. On a Ouais, perdu 3-1 à ce Mmh. en moment-là. demi-finale, oui. Ouais, des games qui étaient assez close. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, Ouais, c'est ce que mais j'allais dire. Il y a des regrets quand même sur cette demi-finale parce que c'était plus serré peut-être que ce que les gens se souviennent, mais il y avait quand même moyen, je pense, d'accrocher notamment la 4e game et après, sur ouais, une 5e game, on sait jamais, hein. je pense que dans ce BO, on aurait pu aller jusqu'à 5 games, mais ouais, il y a quand même des regrets. Il y a quand même des regrets parce que je pense que le BO était à notre portée, mais on va dire que oui, ils avaient quand même légèrement un meilleur niveau, mais on aurait pu faire quelque chose de On parlait tout à l'heure de la découverte du public. Il me semble qu'en demi-finale, aux États-Unis, c'est la première fois que vous jouez devant autant de monde. C'est une dizaine de milliers de personnes dans la salle. Là, pour le coup, c'est un changement, vraiment. Et tu parlais des adaptations que les joueurs pros devaient avoir à jouer devant du public. Vous comprenez aussi tout de suite qu'il va falloir s'adapter? bah, on comprenait qu'il fallait s'adapter, mais après honnêtement, hem quand on est vraiment concentré, quand on Mm. est vraiment focus, on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est là, on arrive à faire abstraction de notre entourage, de l'environnement, de tout ce qui se passe autour. Mais après, voilà, tout ce qui importe en fait, c'est la Mm. victoire. C'est vraiment la victoire et ensuite après, forcément quand on fait des moves, qui sont en notre faveur, on est applaudi, on nous soutient et tout, mais après, au contraire, quand on est en train de perdre, on entend que voilà, le public, il est vraiment à fond derrière les bonnes actions pour l'équipe adverse. Bah, on sent que ça peut un petit peu nous déstabiliser, Mm. mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la compétition, du sport. Et on se dit, ouais, on arrive justement, on va devoir s'y habituer et on va tout faire pour que le public soit avec nous. 2014, c'est une année un peu plus difficile. Si 2013 était radieux, 2014, c'est radieuse, pardon. 2014, c'est plus dur. Comment tu te rappelles de cet épisode-là? Puisque pareil, comment dire, les souvenirs collectifs, c'est beaucoup cette game contre OMG, perdue d'un rien, mais est-ce qu'elle se résume qu'à cette game-là, cette compétition? Peut-être pas pour vous. Alors, je sais pas si tu en as parlé avec Soas, par exemple, mais moi, j'en garde pas un très, très bon souvenir de ces Worlds-là. Déjà, c'est quand même assez rare, que une majorité de joueurs restent ensemble, Ouais. 2 années consécutives ou même 3, parce que voilà, en général, on cherche justement à changer un petit peu, cette dynamique, à casser un petit peu ses habitudes et on va dire que du au cours de l'année, je pense qu'il y avait une petite baisse de motivation et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur notre défaite, contre, Alliance au Summer Split Mmh. où c'était la première fois où on ne gagnait pas et là, ça nous a mis une très, très grosse, La claque. première fois que vous êtes pas champion d'Europe, ouais. Voilà, exactement et du coup, ça a créé un petit peu des tensions parce que ça n'arrive pas par hasard. Donc, on va dire que déjà, on avait Reckless qui venait d'arriver. Lui, il était jeune, il voulait vraiment tryhard et au sein du groupe, on avait senti un petit peu,
à une baisse de motivation et je pense que c'est pour ça aussi on a perdu contre Alliance. Et après, au World, bah, forcément, bah, la motivation, euh, l'atmosphère déjà au sein du groupe n'est pas parfaite. C'était pas comme en 2013 où vraiment on est super contents, tous super potes. Forcément, quand il y a des divergences au sein du groupe, Mm. bah, ça crée des tensions. Mm. Et bah, malheureusement, ça s'est montré. Mais même s'il y avait ça, une fois qu'on lance la game, en gros, on oublie tout, on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais vu que la préparation n'était pas forcément optimale auparavant, ben, ça se montre. Il y a des bavures au sein bah, de la stratégie, au sein du team play et ce genre de choses. Bah, malheureusement, on passe pas les poules. Alors qu'on avait bah, le skill, encore une fois, le talent était présent au sein du Mm. groupe. Mm. Mais bah, malheureusement, on n'était pas assez bien préparé. Ouais, parce que tu dis ça comme si bon, vous aviez fait presque 0 victoire, 6 défaites, mais au final, c'est assez serré et ça se joue pas à grand-chose. Vous êtes aussi tombé dans la poule de la mort, il faut le dire. Donc ça a clairement pas joué en votre faveur. C'est vraiment, tu penses que ça s'est joué sur vraiment ce manque de rigueur à l'entraînement? Est-ce que dans une autre poule, tu penses que vous auriez pu sortir, par exemple? Bah, c'est compliqué à dire, mais je pense que c'était une des premières fois où j'étais pas hyper confiant. Pour moi, j'étais un petit peu déjà préparé mentalement à me dire: «OK, si on passe pas les poules, je dirais pas que c'est pas grave, mais je m'y attendrai». Mmh. C'était une des premières fois où ça m'arrivait, alors que voilà, on est vraiment attendu, on était vraiment, bah, triple champion d'Europe. Il y a Reckless en plus, le prodige avec qui ils avaient gagné, bah, beaucoup de tournois jusqu'à ce que, ils se rendent compte, bah, qu'il n'ait pas l'âge, Ok, ouais. pour pouvoir, participer, l'âge requis pour pouvoir participer, au IULCS. On se dit, voilà, il y a quand même de très, très grosses attentes. Même si on est seed 2, les gens ont l'habitude de voir Fnatic aller loin durant ces compétitions. Et effectivement, j'étais quand même déçu, mais j'étais préparé, mentalement. Et je pense que, bah, après, c'est pour ça que par la suite, en fait, bah, on a disband. C'est Mm. parce que on sentait qu'il y avait une baisse de motivation chez certains joueurs. Au sein du groupe, bah, forcément, ça crée des frustrations, moins d'entente et chacun, ont des objectifs différents ou alors ont une vision différente de la chose et du coup, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais effectivement, je pense qu'on avait quand même des parties hyper serrées et on aurait pu aller chercher une qualif. Ouais. Et c'est vrai que la game contre OMG, Mm. bah, déjà, c'était hyper rare d'arriver une game à combien? C'était 70 minutes, je crois? 64 Ouais. 12, je crois. Ouais. Ouais. Et c'était quelque chose qui était très intense et en plus, on se dit: «On aurait pu la gagner» parce que le Nexus, il était quoi? Il manquait 2 ou 3 coups, pour pouvoir, le faire tomber? Ouais, un même, franchement. Ou Ouais, un 1. seul. Ça Et quand dépend qui on tape, mais ouais, je me souviens, on avait un rumble là, overhit et qui pouvait taper et tout. Ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu. tu te souviens si ça a été particulièrement, enfin, j'imagine que c'est forcément dur à avaler, mais est-ce que ça tu l'impression que ça a impacté vos games suivantes aussi, ce backdoor raté, du coup? Bah, toujours se dire que on aurait pu la gagner, ben, ça donne toujours, enfin, ça fait toujours mal au cœur et surtout que bon, Mm. c'était à notre portée. Mm. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage et ça impacte toujours la suite. Bah, que ce soit sur le moment même et par la suite, on se dit: «Avec cette game-là, on serait passé». On sait pas, ça nous aurait peut-être donné un boost, un momentum où on aurait pu, bah, avoir un excès de confiance, aller affronter d'autres équipes et bah, plus on avance dans la compétition et plus on se sent, bah, en confiance. Sauf si vraiment on tombe contre un mastodonte, qui nous massacre en scrim et tout, on sait que enfin, on va pas partir défaitiste, mais en gros, on sait ce qui nous attend, quoi. 2015, pour conclure, c'est une Ah, année. juste, Alors vas-y, oui, si t'as quelque chose à rajouter. ouais, une dernière question sur 2014, parce que peut-être pour faire le parallèle avec cette année, c'est quand même vous jouez les Worlds en Corée, qui est C'est le vrai. pays de LoL. Est-ce que c'était une ambiance particulière? Comment est-ce que tu as vécu l'expérience de jouer les Worlds depuis là-bas? Ah, en 2014, moi, il me semble que les poules étaient jouées, la première semaine, nous, on a joué à Singapour et la deuxième OK. semaine, il me semble qu'elle était jouée à Taïwan. Ah, c'est que les Heu, phases finales alors? oui, il me semble que c'est ça parce que je me souviens que Ah! nous, on avait joué, les phases de poule à Singapour. Ok. Bon. Eh ben, passons à 2015 alors. Puisque ça s'est Oula, conclu désolé, seulement mes en informations étaient 2014. erronées. En 2014, en Corée du Sud, nos informations étaient en effet imprécises. 2015, c'est par contre, ça commence à Paris pour le coup. Je suppose que c'est
déjà une approche un peu particulière, puisque vous arrivez avec Fnatic en tant que champion, cette fois, après un perfect split, et ça se joue à domicile pour toi. Je suppose que c'est vraiment quelque chose de très particulier d'aborder cette compétition-là, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là. Ouais. Bah, c'était quelque chose qui n'était pas forcément nouveau parce qu'on avait déjà fait les All-Stars à Paris, Oui. au Zénith en 2014. Bah, déjà pour pouvoir retrouver le public français, bah, qui est le meilleur public e-sport, hein. On sait très bien bah, qu'il y a quand même énormément de compétitions et le public nous soutient énormément. Et même chez Fnatic, même si on n'était pas foot français, on sait, on avait des stats hein, qui nous montraient que la majorité bah, des fans étaient français. Ça nous fait toujours quelque chose, surtout que c'était l'année. C'était mon année, on va dire, Hmm. où on fait un perfect split, MVP, vraiment confiance avec 2 joueurs, voire même 4 joueurs qui étaient rookies ou quasiment inconnus au bataillon. En fait, on pouvait pas faire mieux en termes de storytelling et jouer en Europe, jouer en France, même si on avait quand même de l'adversité, je me souviens en groupe, on s'y attendait pas du tout. Je crois qu'on commence, en 1-2 alors que voilà, je pense qu'on devait vraiment être, l'équipe à abattre pour, pas mal d'équipes Ouais, le et favori du groupe en tout cas, moi. ouais, ouais, exactement et en plus on jouait des pics assez atypiques et tout donc franchement c'était une période qui était vraiment excitante et du coup le fait de jouer à domicile encore plus, hem et franchement c'était chouette. Si tu devais comparer à 2013, quand vous abordez 2015, les Worlds, vous avez comment dire, une ambition un peu similaire et une confiance un peu comparable dans vos capacités à remporter la compétition. Cette année, vous croyez vraiment en vos chances, vous disiez que vous pouviez aller jusqu'au bout. Bah, franchement, cette année-là, on savait qu'on pouvait faire minimum demi-finale. Hmm. En 2013, on se disait pas ça. On se disait que voilà, on va aller le plus loin possible. On est capable de sortir des groupes, on peut aller en quart, ok. Là, on se disait même qu'on pouvait aller en finale. On se disait même qu'on pouvait gagner parce qu'au final, on scrimait énormément T1. Je pense au moins 60 voire 65% du temps, on était contre eux. Euh, et c'était quelque chose qui était magique. C'était la première fois que je vivais ça. Chacun en fait pouvait carry. On jouait énormément de champions, donc au final il y avait quand même beaucoup de diversité et, euh, et on savait pas à quoi s'attendre en fait, parce que on avait le duo magique de Coréens qui, qui faisait des trucs de dingue au top. On avait des joueurs très très solides avec Febiven aussi qui réussissait à faire des solo kills contre Faker. Hmm. Et même en bot lane, nous, on a fait des choses superbes. Donc, on était archi confiants et on savait qu'on allait faire minimum demi-finale, voire finale. Gagner, c'était peut-être pas notre portée, mais on savait qu'on pouvait aller très très loin. Ouais. Tu parles des... Pourtant, Vas-y, vas-y. vous êtes pas passé si loin que ça de la sortie en poule. Enfin, tu disais, vous virez à 1-2 à la moitié de la phase de groupe. Après, vous faites une belle remontée. Il y a ce match un peu fou contre HQ. Il y a comme une peur de pas sortir à un moment où vous vous êtes fait peur. Bah, on s'est fait peur, mais je pense qu'on se le disait pas. On se le disait pas parce que au sein du groupe, on était quand même confiant. On savait qu'on avait les capacités, on avait les armes pour aller chercher cette qualif, mais on s'est fait vraiment très peur. Et là, en 1-2, je pense que tout le monde était hyper déçu et je pense que ça nous a quand même mis une claque pour qu'on se réveille. Effectivement, contre AHQ, on s'est dit, ouais, c'est pas possible. Là, ils sont devant notre Nexus, devant nos tours. Il faut faire quelque chose. Et du coup, il y a Febiven qui trouve ce move magique qui nous redonne justement cette lueur d'espoir, cet élan d'espoir. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, bah, let's go. Ça a fait un vrai déclic. Ce move-là, même de Febiven, au-delà de la folie du move dans l'imaginaire des fans de LoL, même chez vous, il y a eu un déclic après ce move-là, tu dirais? Bah, ça nous a délivrés. Ça nous a délivrés, même si au final, on s'attendait pas du tout à se retrouver dans une telle situation. Parce que qu'est-ce qui se serait passé en fait s'il n'avait pas fait ce kill? Ça se trouve, on serait même pas sorti des poules. Mmh. Ça aurait été quelque chose d'hyper décevant après toute la saison qu'on a passée, et de voir, bah, par la suite, ce qu'on a pu faire et même en scrim,
on était super bien, quoi. Parce que oui, tu parlais des scrims contre SKT, comment ça se passait alors? Est-ce que vous arriviez à prendre des games? Est-ce qu'ils étaient, chauds comme en 2013, ou Bah, est-ce en que fait, vous aviez espoir de les battre? c'était assez particulier, en fait, parce que à ce moment-là, les teams en Corée et en Asie, de manière générale, on trouvait qu'ils étaient un petit peu derrière, la méta, ou alors du moins c'était un petit peu différent de ce que eux jouaient, et du coup ils nous testaient. Ils nous Mmh. testaient, ils nous laissaient des pics, ils font: «Ouais, ça a l'air fort». Du coup après ils prenaient nos pics Mmh. et ils voulaient voir en fait comment on allait répondre à ces pics-là, et ils prenaient quand même pas mal d'informations, et je pense qu'on avait un bon win rate contre eux, hein. On devait être, sur les 60, je pense, Mmh. et donc mais on sentait que Quand même, hein. c'était quand même très, très serré. C'était serré, il y avait du skill check. Par contre, eux, prennent, des scrims, quand même très au sérieux. Ça va pas être du flip parce qu'on sait très bien que en général, il y a des gens qui jouent de manière très libérée en scrim. S'ils meurent ou ils prennent des moves risqués, bah, c'est pas grave. Et du coup, nous, on avait un petit peu cette mentalité, qui était similaire, hein. C'était vraiment de jouer comme si on était sur scène, on stage, et on prenait pas le moins de risques possible, mais en gros, on jouait de manière quand même assez contrôlée. Et au final, ils prenaient nos pics, ils testaient un petit peu, et ouais, moi j'en garde ce souvenir que, bah, en fait, ils veulent apprendre contre nous. Est-ce que tu dirais que les difficultés que vous avez eues en pool, elles sont aussi liées aux ambitions fortes que vous aviez d'aller encore plus loin, tu vois, et de se dire on peut aller plus loin, donc on oublie presque un peu la base finalement, de devoir d'abord passer ces poules où on est favori. Tu vois, presque un excès de confiance, il y avait un peu de ça ou... Bah, je pense qu'il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en compte. Hmm. Déjà, il devait y avoir cet, petit excès de confiance, se dire qu'on on est meilleur qu'eux, du coup on devrait passer. Mais aussi, il y a aussi le track, hein, parce que forcément on avait, pas mal de joueurs qui étaient rookies, hein. Moi, je me souviens que, il y avait certains joueurs, par exemple, qui mangeaient pas tellement le stress était, présent. Hmm. Donc quand tu as des joueurs justement qui pas qui bégayent, mais qui communiquent pas comme ils le devraient, ou vraiment qui sont un petit peu plus inhibés par rapport à d'habitude. Donc on sent que, bah, l'enjeu, se fait ressentir, du coup le stress monte, et on va dire que les joueurs sont un petit peu moins libérés, ils se mettent une pression en plus. On sait que les fans nous attendent au tournant, on a les capacités pour y aller, du coup on est confiant. Mais voilà, c'est un mélange en fait de Hmm. tous ces sentiments qui font que, bah, on était, je dirais, moins à l'aise. Hmm. Jusqu'à cette libération, donc la fameuse double distorsion de Febiven. Vous passez donc les poules, vous êtes qualifié en quart de finale, vous battez EDG 3-0. À ce moment-là, c'est quoi l'état d'esprit? Parce que ça paraissait être Fnatic Unleashed, quoi. Vraiment, c'est parti, quoi. Il y avait un peu comment ça se passait en interne? Ouais, c'était sus, hein. On s'est dit: Jace Bot 2 fois d'affilée comme ça? C'est bizarre. Non, non, réellement, il nous a un petit peu facilité la tâche de ce côté-là. Mais on voilà, EDG, c'était quand même, un gros morceau à l'époque, même, pendant, quelques années, plusieurs années. On s'est dit, voilà, c'était vraiment une grosse équipe. On confirme. Du coup, maintenant, faut, continuer. Faut Parce continuer, que et ça pour se ceux passe. pour ceux qui savent pas, c'est EDG, enfin la version 2015 avec Deft, Ouais. qui sera champion du monde, 7 ans plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. Mais qui avait Champion. pas sorti son meilleur BO, face à Fnatic, en effet. Ouais, alors qu'il était quand même assez réputé, hein, quand il avait joué, chez Samsung Blue. On savait que c'était un très, très bon joueur, mais là, il jouait dans une équipe chinoise, je pense que la cohésion n'était pas forcément, au Bah, max, il gagne le et MSI quand même, hein. ouais, il a gagné le MSI. Mais du coup, contre nous, c'était pas vraiment l'équipe du MSI. Mmh. Ensuite, Et on... alors, et du coup, est-ce que Vas-y. vous y croyez pour la demi à ce moment-là quand même? Parce que vous jouez Tigers du coup en demi pour resituer, qui est, la deuxième meilleure équipe coréenne et qui est, bon, vue comme, à l'époque par les spectateurs comme un cran en dessous des SKT, donc on se dit que c'est un peu, peut-être le tirage jouable, quoi. Ouais, exactement. Nous, on était super contents d'être contre eux, on regardait leur VOD, et je pense qu'on avait quand même aussi un excès de confiance. On se disait: «C'est bon, on va aller jusqu'en finale». Hmm. On regardait, on savait, je pense que dans un coin de notre tête, qu'ils étaient pas si forts que ça. Mais après, voilà, au final, tant qu'on ne les a pas affrontés, on ne peut pas savoir, et on sait que c'était des équipes, bah, qui jouaient quand même beaucoup
le scaling, le late game, et au final, ils nous ont sorti des Fiora, des Kassadin. On savait qu'en gros, on se disait que leur point faible, c'était un petit peu leur jungler. Je me souviens qu'on se disait quand même pas mal ça. Ils jouaient des persos un petit peu qui jouaient utilitaires pour l'équipe. Et je pense qu'il y avait quand même une bataille d'ego. Je me souviens, au top, ça mourait, alors que c'était quelque chose qui était quand même assez atypique. Nous, on avait énormément confiance en Uni. Et là, je me souviens, il y a une vidéo qui est sortie de Team Liquid où tu as Uni et Rainover qui discutent un petit peu entre eux et qui sont en train de se chambrer. Et t'as Rainover qui dit ouais, moi je me souviens de Uni au World, il faisait que de mourir toutes les 2 minutes contre Smeb. Et je me souviens, les match-ups, il y avait Fiora, Riven et Darius. En gros, c'était un petit peu les 3 champions où ça se mettait dessus tout le temps. Et Uni, en gros, il était toujours perdant et on n'arrêtait pas de le chambrer. Mais c'est vrai que on avait vraiment pas l'habitude, parce que Uni, c'était un joueur qui était très flashy, qui gagnait quand même assez souvent. Quand il était derrière, bon, bah, ça arrivait de tilt. Mais en gros, je pense qu'on était vraiment beaucoup stressés. Je me souviens, même en bot lane, on avait quand même beaucoup d'avantages en early game, mais avec la panique en gros et ce surplus de confiance en fait faisait qu'on n'arrivait pas forcément à appliquer notre plan de jeu. Et je pense qu'avec du recul, ils étaient largement à notre portée. En regardant les games et autres, si on jouait vraiment à notre niveau, à mon avis, on aurait pu gagner le BO. Il y a Vous eu. les aviez scrim un peu ou... Je crois qu'on les avait scrim, mais très peu. J'ai pas le souvenir de les avoir beaucoup scrim. Vraiment, dans mes souvenirs, on a énormément scrim contre SKT. Il y a eu des regrets instantanés après ce BO, et il y en a encore un petit peu aujourd'hui. Tu disais c'était ton année. Tu reviendras plus aux Worlds d'ailleurs après. C'est encore quelque chose auquel tu penses aujourd'hui et qui est fort dans ton esprit, cette demi-finale, qui est une belle performance bien sûr, mais comme on dit, hein, dans ce genre de compétition, on se rappelle que des gagnants presque. Bah, carrément. Mais après, je pense qu'on a réussi à écrire l'histoire. Le seul problème, je pense que c'était on n'arrivait pas dans le match dans de bonnes conditions. Je sais que on était en burn-out. On était carrément en burn-out. Il y avait des jours où on avait même plus envie de scrim. Je pense que la semaine qui a précédé ce match-là, on n'en pouvait plus. Et je pense que s'il y avait des choses à refaire, on les aurait faites différemment. Et on était vraiment séchés. Et je pense que ça s'est ressenti dans le jeu. On était moins en confiance, même s'il y avait un excès de confiance, parce qu'on savait qu'on était meilleur qu'eux et qu'on pouvait aller les battre. Mais voilà, l'engouement pour le jeu il était moins présent au sein du groupe. Du coup, forcément, quand tu n'arrives pas au bout de la course, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment exactement? C'est que vous vous êtes entraîné trop dur sur les premières semaines, mais en même temps, vos phases de poule ont été dures, donc vous auriez pas. Enfin, ça aurait été compliqué quand même de prendre un peu plus de temps off. Enfin, quand tu dis que vous auriez fait les choses autrement, qu'est-ce que tu entends par ça concrètement? En fait, le problème, je dirais, c'est qu'on a trop poncé le jeu toute l'année. Et même justement quand ça va pas, il faut essayer de trouver le problème plutôt que de s'enfermer dans une spirale où on veut faire que de jouer. Parce que forcément, quand on est en phase de tilt et qu'on continue, je pense que ça arrive à beaucoup de gens de perdre une partie, de se dire vas-y, j'en relance une, je pars pas tant que j'ai pas gagné. Et puis au final, tu vois ton historique, il est tout rouge comme ça. Tu fais ouais, c'est quelque chose. Et au final, trouver justement une solution pour pouvoir détilt. La meilleure solution, c'était pas forcément de toujours spammer des games parce qu'en fait, nos compétences, elles sont là. On sait qu'on sait jouer au jeu, on sait que le groupe vit bien, mais si on joue 15 heures par jour pendant, je sais pas moi, pendant 6 mois ou plus, sachant qu'il y a déjà un historique derrière, on se dit que ouais, faut faire attention. Faut faire attention et je pense que à l'heure actuelle, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Soit les joueurs justement vont essayer de moins spammer les games. Déjà, on constate que les pros font beaucoup moins de solo queue. Après, ça dépend de qui. Mais en gros, il faut essayer de trouver un équilibre. Et en plus, il est personnel de savoir quel est le meilleur pattern en fait pour pouvoir arriver dans une forme en fait qui est optimale où on sera prêt pour pouvoir performer du possible. C'est ce qu'essaye un peu de mettre en place G2 justement cette année. Un peu aussi par écho à 2019 où ils ont rencontré un peu les mêmes problèmes. Ils sont arrivés cuits en finale. Il était déjà un peu en demi-finale a priori, même si ça a suffi. Quand tu regardes la compétition cette année, quand tu regardes
surtout les équipes européennes et forcément G2. Et évidemment, voilà, on a l'impression que c'est le meilleur esport européen. Pour conclure un petit peu cet échange qui était très intéressant, tu vois comment dire, un espoir dans ce que tu vois de chez G2, de voir un jour l'Europe revenir au sommet de la hiérarchie mondiale, et cette année pourquoi pas? Bah, après, on voit, de toute façon, l'Europe a toujours bien perf, hein, elle va jusqu'en demi-finale, mais en finale. Bon, après, effectivement, bah, il y a des équipes, la chinoise, qui dominent un petit peu ces derniers temps. Mais là, effectivement, on voit que G2 propose quand même un très très bon jeu, que ce soit individuel. Donc, déjà en Europe, bah, il n'y a pas match, hein, il n'y avait pas de compétition en Europe. Je pense que c'est de loin la meilleure équipe. Mm. Et aux événements internationaux, les voir en 2-0, voir qu'ils sont capables de faire tomber bah, de telles équipes. Et surtout bah, de pouvoir comeback avec des compos qui sont, je dirais pas atypiques, mais il y a toujours un petit pic exotique ou voilà, ils ont vraiment tous un champion pool qui est quand même relativement important. Je pense que pour moi, je me dis qu'ils vont faire minimum demi-finale. Ils ont les armes pour, c'est un très très bon groupe, des très très bonnes individualités. Et après, une autre équipe qui peut quand même donner confiance, je pense que je dirais C9. Ils ont quand même relativement de bonnes bases. Ils ont un jeu qui est plutôt solide. Et après, bah, forcément, les équipes chinoises, Genji. Et c'est vrai que G2, je pense que peut bien les soutenir et ils iront quand même assez loin. Est-ce que le fait de ne pas avoir gagné les Worlds, on en a un peu parlé au début, mais je vais poser la question peut-être un peu plus concrètement, est-ce que le fait de ne pas avoir gagné les Worlds, c'est un regret pour toi aujourd'hui? Voilà, forcément, c'est chaque joueur qui aspire à être pro et vraiment vouloir performer à ce niveau-là, je pense que tu as envie de gagner des Worlds. Tu as envie de gagner des Worlds. Tu fais tout pour, parce que tu t'entraînes dur. Tu vis League. En fait, quand tu es à ce niveau-là, tu vis League, tu respires League of Legends. En fait, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie, c'est des sacrifices. Mais, en fait, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on vit, que ce soit en groupe, vraiment en termes de collectif, en termes de niveau de jeu, en termes de vraiment d'expérience de vie, je pense que c'est génial bah, que Riot et que bah, tous les acteurs justement de cet écosystème puissent nous faire vivre ça. Mais déjà des demi-finales, finales et tout, on n'est pas si loin que ça, mais c'est vrai que vraiment aller chercher le titre, bah, c'est ce dont on rêve. Donc oui, effectivement, ça regret, mais malheureusement, il y avait plus fort que nous. Donc, on se dit que moi, je me dis que j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Donc, au final, au regret de ne pas avoir pu gagner ça. Mais quand j'y repense, je me dis que bah, si je l'ai pas gagné, c'est que je le méritais pas forcément. Eh ben écoute, Bora, je pense que sur cette très belle conclusion, nous allons terminer cette interview, cet échange. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience aux Worlds et ton rapport à cette compétition qui a été, on vient de l'entendre, très très fort. Peut-être un jour on t'y reverra dans un autre costume. Tu n'es pas coach aujourd'hui, tu l'as été il n'y a pas si longtemps que ça. On voit Soaz aujourd'hui, ton ancien coéquipier, participer à ces Worlds avec NRG. Et voilà, écoute, je sais pas si c'est ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas. On peut se le souhaiter à nous-mêmes peut-être, parce que c'est toujours un plaisir de te voir évoluer autour de cette compétition, autour des Worlds de League of Legends. Merci beaucoup, Bora, pour ton temps. Merci beaucoup. Et Merci puis, à vous pour l'invitation, merci pour l'émission et bah, bonne soirée et puis bah, bonne suite pour les Worlds. merci à toi aussi. Merci Bonne toi aussi. continuation également. Merci. Salut. Vous m'entendez, Hop, mais non, c'est bon, je lui normalement. relayais. Normalement, on entend, pardon. La transition un peu chaotique, désolé.
le départ de Yellow Star a décalé un peu les scènes. On est sur un setup artisanal. Voilà, je suis de retour. Et Corentin également, même si on ne le voit plus à l'image, puisque tout n'est pas parfaitement setup de notre côté. Non, ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Corentin également, c'était un échange assez intéressant d'1 heure et plein de Très choses. cool, on apprend plein de trucs quand même. Ouais. Bon, il avait déjà fait des interviews sur son parcours aux Worlds, mais bon, tout ce qui est, par exemple, les liens avec SKT Ouais. sur les 2 Worlds qu'ils ont fait en commun, c'était hyper intéressant, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très cool en tout cas. J'espère que ça a plu aux gens. Voilà, on va pas s'attarder beaucoup plus. Ça fait 11 heures qu'on est levé pour ces mondiaux et il reste encore un peu de travail derrière. Merci à vous d'avoir été présents. On mettra le replay, j'espère, sur YouTube au moins de l'émission de tout à l'heure du débrief, mais aussi de cet échange avec Yellow Star, avec Bora. On reviendra avec ce genre d'échanges vraiment centrés sur les Worlds dans les jours qui viennent. On en a calé 2 pour l'instant. Un avec Clément Lapara, qui est directeur sportif de la CACORP, qui a participé aux Worlds en tant que manager, lui, pas joueur, avec Vitality en 2018. Ça devrait être un peu plus court, même si le parcours avait été intéressant. Peut-être avec Cabochard, on verra. Et un autre qui sera probablement aussi long, voire plus long que celui avec Yellow Star et qui nous motive beaucoup, qui sera avec Nicolo dans quelques jours. On n'a pas annoncé tous les invités de manière très précise. On n'a pas les dates calées avec tout le monde. On n'a pas calé les dates avec tout le monde. Mais bon, voilà. Celle avec Nicolo, normalement, ce sera le 26, donc jeudi prochain. Mais on vous tiendra au courant sur Twitter parce que voilà, Nicolo c'est quand même quelqu'un qui est très rare. Yellow Star c'est très intéressant, etc. Mais on se rôde encore un peu à ce genre de concept. Nicolo c'est quand même un très très gros morceau et voilà, je pense que ce sera très intéressant d'avoir ses insights sur comment on organise des Worlds mine de rien et quel impact ça a dans la vie de Riot Games. Merci à tous d'avoir été là. Merci Corentin. On se recapte demain un peu plus tranquillement, je pense, avec un peu moins de matchs, mais toujours un débrief. Et ce sera plutôt demain, du coup. Ouais. On lance à peu près 1 heure après les matchs, donc en théorie l'émission sera plutôt demain qu'elle l'a été aujourd'hui. Exactement. À demain, tout le monde. Merci encore. Et puis, profitez bien de cette soirée, puis des Worlds, des matchs de demain. Merci encore, et à demain. Bonne soirée.